Bonjour à toutes et à tous pour cette webconférence du réseau Interdéchets. Donc bonjour Sylvie Courbet, bonjour Eric Landau. Nous sommes dans une configuration un tout petit peu particulière puisque c'est moi qui suis à distance étant donné les conditions climatiques et mes intervenants sont dans les studios d'Idéal. Merci à mes collègues pour l'accueil et l'organisation du début de la webconférence. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on avait un petit peu de retard, on va parler du décryptage de la loi de finances 2019 sur la TOM. Donc en termes contextuels, on a depuis plus de 4 ans le juge administratif qui traque avec sévérité les TOM excédentaires, ce dont on avait parlé fin 2018 avec Éric Landau et Sylvie Courbet. Et c'est depuis quelques mois seulement qu'on a un mode de calcul qui est à peu près clair et qui permet d'avoir des informations sur ce domaine-là. Et depuis quelques jours seulement, on a des réformes précises, jugées parfois inquiétantes par les deux intervenants qui vous donneront des précisions, qui ont été introduites dans la loi de finances pour 2019. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on souhaitait avec ces deux intervenants aborder ce sujet avec donc deux experts qui sont reconnus dans le domaine, Sylvie Courbet du cabinet Citexia. Bonjour Sylvie. Et puis Éric Landau du cabinet d'avocats Landau et Associés. Bonjour Éric. Bonjour à tous. Donc pour les objectifs, on verra donc toutes les conséquences, on les appréhendra sur la loi de finances 2019 et la TOM. Avant de laisser la parole donc à Sylvie Courbet et à Éric Landau, je vous rappelle que vous avez un module qui vous permet d'échanger, de réagir et de poser les questions que vous souhaitez leur adresser tout au long de la webconférence. Et puis, vous aurez l'enregistrement et les supports d'intervention disponibles dans les prochains jours. Donc, je laisse la parole pour commencer à Éric Landau. Voilà, qui peut... Donc, normalement... Bien, alors... Quand le support s'affiche, voilà, intervenir. Je m'efface, mais je reste quand même présente tout au long s'il y a le moindre souci ou après pour partager les questions. Bien, bonjour à tous. Alors, effectivement, cela fait plus de 4 ans que le Conseil d'État nous embête en matière de TOM et que on peine à mesurer toutes les conséquences et les adaptations indispensables en la matière. On a une loi de finances qui désormais nous donne un mode d'emploi un peu plus précis, effectivement inquiétant par certains côtés, un peu rassurant ou facilitateur sur certains aspects que moi je trouve plus mineurs que les aspects inquiétants, et qui nécessite une vraie expertise à la fois financière et ingénieriale sur lesquelles Sylvie vous exposera tout ce qu'il semble devoir être compris en ce domaine. Les choses commencent à se décanter. Donc moi je vais commencer juste par un petit rappel pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, grand 1, présentation générale de ce qui change, mais très en quelques secondes, avec quand même un petit focus sur les données contentieuses, et puis après, surtout nous écouterons tous, moi le premier, Sylvie Courbet du cabinet Citexia. Donc quelques rappels tout d'abord, on a commencé par nous dire qu'il était illégal d'avoir un excédent manifestement... manifeste, pour ensuite nous dire que du coup ça conduisait à l'open bar de la gratuité. Super. Alors quand l'arrêt Auchan en 2014 est intervenu, beaucoup de gens se sont dit ah bon c'est un problème de redevance spéciale qui à l'époque était obligatoire, ne l'est plus aujourd'hui. Très bien. Non. Il y avait aussi l'autre rapport de cet arrêt, c'est que il ne doit pas y avoir d'excédent manifestement excessif et en l'espèce et on était mais sur une très grosse agglomération, donc des sommes très importantes. Mais en réalité, ces choses-là devraient toujours s'apprécier en pourcentage, en relativité, qui n'était que de 2,5% si ma mémoire est fidèle. Donc, le juge depuis exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'équilibre du budget. Ce n'est pas formulé en erreur manifeste d'appréciation, mais pour un juriste de droit public, c'est un cadre de contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Très bien. 2, il estime au moins implicitement, même si ça n'est pas réellement dit comme ça, que donc la TOM est une ressource dédiée, bien que ce ne soit pas une redevance, c'est un impôt, mais c'est quand même une ressource dédiée qui doit être affectée aux OM. Et on y reviendra parce qu'il y a quelques problèmes quand même
sur les déchets des entreprises et sur les déchets verts, me semble-t-il, ou un risque de problème. Et il interdit d'avoir une TOM donc trop excédentaire. C'est quoi trop excédentaire? Oula, on va y revenir. On a des jurisprudences pas toujours concordantes sur ce point en plus. Et si j'ai... pour un juriste, quand on dit qu'on contrôle leur manifeste d'appréciation, ça veut dire que le juge ne censure que les énormes bêtises. C'est ça que ça veut dire, dans l'opportunité de la décision. Sauf que là, dans le cas des métropoles, c'était 2,5% du budget. Je suis désolé, mais enfin, c'est l'épaisseur du trait, et c'est surtout un pourcentage de prudence quand on est gestionnaire d'un budget public. Mais bon. Évidemment, du coup, le tribunal administratif, quand il a eu appliqué les décisions du Conseil d'État, a censuré des budgets, par exemple, en excédant d'un peu plus de 15%. On a des positions un brin plus prudentes du cas de Montreuil du 18 mai 2017. Très bien. Ensuite, on a le tribunal administratif de Lyon qui a fait quelques apports en disant « Je vais apprécier ceci globalisé, je vais prendre en compte si j'ai des zonages, les équilibres zone par zone, mais je ne vais pas forcément censurer le principe d'un excédent par zone, notamment si j'ai un lissage. Je vais apprécier ça globalement. Si en revanche, j'ai pas de lissage, le terre n'est pas rentré dans ce détail, mais je craindrais que on en revienne dans ce cas-là une appréciation zone par zone en cas de zonage définitif. Sinon, ça serait pas compatible avec la position du Conseil d'État, me semble-t-il. J'aurai peut-être le plaisir de défendre l'inverse un jour, mais allez, puisqu'on est juste entre nous, j'aurai quelques craintes sur ce point. Le Conseil d'État ensuite a rendu deux arrêts importants en mars et en juillet 2018. Celui de mars dont on parle toujours, je vous lis le futur résumé des tables du recueil Lebon, qui est pour ceux qui ne seraient pas juristes, qui est le best-of du Conseil d'État. La TOM n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune. Bon, donc la formulation comme quoi la TOM n'a pas vocation à servir autre chose que les ordures ménagères est désormais de plus en plus explicite, mais, je lis la suite, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par une commune pour assurer l'enlèvement et le traitement, très bien, des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Oula, est-ce que j'inclus dans ces cas-là les déchets verts comme ménagères ou pas ménagères? Ça dépend peut-être du producteur. Il manquerait plus qu'on ne puisse pas financer par la TOM les déchets verts de la collectivité, par exemple. Ça exclut clairement les entreprises, ce qui est nier le fait que les collectivités peuvent imposer la TOM à une entreprise qui pourtant aurait son propre service d'élimination et de traitement de déchets. Ensuite, ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement exposées pour le service public de collecte et de traitement et des dotations aux amortissements. Ah zut, je n'ai donc pas les provisions pour les investissements à venir. Bon, mais Sylvie va revenir là-dessus, surtout que tout ceci a été affiné ensuite par le Conseil d'État dans un arrêt de juillet. Bon, on n'est pas sur des formulations rassurantes, notamment dans le fait qu'on oublie l'ensemble des déchets dangereux, des déchets assimilés. Ça veut dire aussi que dans cette formulation, on ne voit pas les frais de structure, de services, de direction générale des services techniques, de services financiers, de services marchés, qui sont ceux de la collectivité, mais qui servent pour le budget déchets. Ça n'est pas en tout cas expressément évoqué. On va y revenir puisque c'est l'essentiel de ce qu'on va traiter, ce genre de problématique. Là, un arrêt, alors il y a un arrêt de juillet, mais on va se focaliser surtout sur celui du 25 juin, là maintenant, qui n'était pas traité dans la dernière webconférence, puisqu'il n'était pas encore rendu, qu'on a fait avec Idéal Connaissance, que nous dit le Conseil d'État dans un arrêt légèrement correctif. La TOM n'a pas de cas, hop, même chose. La TOM, ça sert pour les déchets des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Bon. Deuxième chose, c'est les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations d'amortissement. Donc là, on retrouve ce qu'il en était. Ajout, en revanche, il en résulte que le produit de cette taxe et par voie de conséquence son taux ne doit pas être manifestement disproportionné. On retrouve la règle en fait que l'on connaissait en réalité depuis 2014, mais
les questions d'investissement, d'amortissement des immobilisations est formulée très très légèrement différemment. Bien. Il appartient au juge de l'impôt pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de TOM, qu'il y ait ou non la redevance, ça c'est un ajout par rapport à l'arrêt de mars, quel qu'en soit vrai, de rechercher si le produit de la taxe qu'elle est estimée à la date de l'adoption de la délibération, ça on le savait déjà en mars, ce qui compte c'est la date d'adoption de la délib, donc c'est très important, on va se focaliser sur ce qu'on avait notamment dans le DOP comme information par exemple, n'est pas manifestement disproportionné, là on revient au règlement, aux règles classiques, ce n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de la collecte. Très bien, tel qu'il pouvait être estimé à cette date, on en revient toujours à cette question donc de date qui est celle d'adoption du BP, et donc, enfin de la délib sur les taux en tout cas, et donc du BP, non couvert par la recette fiscale affectée ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le montant produit de la redevance spéciale. Bien, donc là on inclut la question prise en compte ou pas de la ARS. Ensuite, on nous dit la somme des excédents de fonctionnement résultant de l'exécution des budgets des années précédentes reporte en section de fonctionnement sur le section de fonctionnement ne revêt pas par nature un caractère récurrent. On va voir que le TA de Montreuil sur une affaire qui concernait Dunkerque en a fait un usage intéressant. En effet, le budget des OM était un budget annexe, c'est important, ça les a clairement aidés à pouvoir justifier la traçabilité de certaines dépenses. Et il y avait un reversement du budget général au budget annexe. Là, enfin, ça aurait été quand même un peu scandaleux qu'on estime l'excédent en fonction d'un financement du budget M14 vers le général vers le budget annexe. Ils ont obtenu, c'est du bon sens, mais par les temps qui courent, on en vient à se féliciter qu'il y ait du bon sens. Hein. Dunkerque a gagné, youpi. Sauf que, en parallèle, on avait des jugements que nous avons déjà évoqués la dernière fois sur le fait que le tribunal administratif a dit oh ben oui, mais enfin, si le taux est illégal, on fait quoi? Pour un juriste, en fiscal, quand il y a un taux illégal et que ce qui est attaqué, ce n'est pas la délibération sur le taux, mais donc la notification de la somme à payer, on devrait revenir au taux de l'année de -1. D'ailleurs, si on a une annulation de la délib sur les taux, c'est également le taux de -1 qui s'applique par défaut. C'est un peu gêné le théâtre Cergy-Pontoise, et puis malheureusement on va le voir ensuite le Conseil d'État puis le théâtre de Lyon, parce que le juge dit oui, mais si le taux N-1 était déjà excessif, c'est juste que les contribuables ont oublié d'attaquer, c'est un peu injuste. Bon, oui c'est un peu injuste, mais enfin le principe en contentieux c'est que si on n'a pas attaqué, c'est qu'on était content, tout va bien. Mais bon, ok. Donc, le juge avait trois solutions. Première solution, qui était la plus conforme aux critères de beauté en droit administratif, c'était de dire, bah écoutez, j'applique le taux de -1. Le contribuable n'avait qu'à l'attaquer, la délib ou son rôle, sa notification. Deuxième possibilité, dire que finalement on va appliquer une sorte de position qu'on verrait plus en droit des contrats, c'est-à-dire du coup on va appliquer, ou plutôt des contrats annulés notamment, on va indemniser sur la base de l'enrichissement sans cause. Si le Conseil d'État ou le juge, le NTA nous dit il y a un excédent de, je sais pas moi, 10% et j'estime que ces 10% c'est trop, et dans ce cas je fais une réfaction de 10% sur la somme due et puis on n'en parle plus, on arrive à quelque chose d'équilibré. Ça aurait été hardi de la part du juge, mais pas plus hardi que ce qu'il a fait finalement, mais cela aurait été conforme à l'équité. Pas de chance, c'est la troisième solution qui a le plus plu à un tribunal administratif puis au Conseil d'État, c'est de dire oh finalement, si ce qui est attaqué est bien l'imposition du contribuable, eh bien dans ces cas-là, si moi, juge administratif, j'estime que l'excédent est manifestement excessif, ça entraîne quoi? L'annulation de l'imposition, imposition 0 pour l'année considérée. Ah. Je ne vais pas rentrer dans le détail des questions juridiques, je passe ce qu'on peut en dire en termes contentieux, pour que vous ayez, lors du plaisir d'un replay au fil des longues soirées d'hiver qui viennent, de regarder les arrêts que je cite, pour voir si ça vous paraît logique ou pas en droit administratif, puisque de toute manière, c'est un raisonnement
qui est intéressante, mais qui n'est pas opérationnelle. Pourquoi ça n'est pas opérationnel? Parce que maintenant le Conseil d'État a tranché par l'arrêt Casino du 24 octobre 2018, en nous disant du coup qu'il y a gratuité si le taux est manifestement excessif. Alors, est-ce qu'on a une gratuité automatique, comme l'avait quasiment dit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise? Ça peut se discuter. Ça peut se discuter parce que la formulation retenue, et que vous voyez à l'écran, et qui est quand même d'une assez grande complexité, conduit à, selon moi, dire que par défaut, il y a une décharge totale en cas de tome excédentaire, et non par calcul, donc gratuité. Mais le Conseil d'État réserve l'hypothèse où un retour au taux de l'année N-1 serait possible et légal. Ça veut dire que vous, au contentieux, si vous avez la possibilité de dire « Ah non, mais mon taux N-1 était légal », alors vous avez là une brèche pour essayer de défendre qu'il n'y a pas gratuité. Soyons clairs. Qui vous défend au contentieux? L'État. Est-ce que le projet de loi de finances change ce point? Non. Mais le juge administratif accepte que vous fassiez ce qu'on appelle une intervention volontaire à l'appui des observations de la défense. Donc vous prenez un avocat ou vous défendez tout seul, ça dépend des types de contentieux, et vous allez derrière dire non, dans mon cas, c'est pas une gratuité, il faut revenir à l'N-1. Or, l'État défend sûrement très bien. S'il y a des gens de l'État qui nous écoutent, je ne doute pas que leur ardeur combative restera intacte. Mais à partir du moment, on va le voir, où le projet de loi de finances fait que derrière, s'il y a un problème de condamnation, eh bien, c'est désormais la collectivité qui se retrouve à payer les conséquences de cette condamnation, pour simplifier. Il y a un risque que l'État se batte un peu moins au contentieux, puisque c'est plus de ses sous qu'il s'agit, mais uniquement des vôtres. Donc, suivez bien, battez-vous sur vos contentieux, parce que l'État le faisait avec beaucoup de qualité, bien sûr, mais enfin, comment dire, il était réellement pas idiot que on aille à l'appui des opérations de l'État. Aujourd'hui, ça va être encore plus le cas. Hein. Le théâtre de Lyon s'est engouffré dans cette brèche et le 14 novembre 2018 a confirmé la position du Conseil d'État sans que ça donne lieu à retour sur un taux N-1 parce que celui-ci est également excessif. Ce sera le cas dans 80% des cas. Hein. Voilà où on en était en décembre. Déjà, c'est un peu indigeste, hein, ça justifie 2-3 cachets d'aspirine et quelques cafés. Et puis, arrive la loi de finances. Enfin, le PLF puis la loi de finances. Qu'y a-t-il dedans? 1. Oh, les dépenses de TOM pourront aussi financer les sommes relevant du programme local de prévention des déchets ménagers. Oui, la belle affaire. Bon, on va voir qu'il s'agit de sommes importantes, mais enfin, qui sont quand même très relatives au regard des volumes en question. Deuxième chose, le Conseil d'État, le législateur nous dit « Ah, moi je vais vous dire quelles sont les dépenses à prendre en compte. » Ah ouais, super. Qu'espérait-on? Que, on prenne en compte les dépenses d'investissement correspondant à des provisions sur des PPI par exemple, etc. Sylvie nous dira si c'est le cas ou pas. Deuxième chose que l'on espérait, c'est qu'on nous dise très clairement que, sous réserve d'une comptabilité analytique fouillée ou d'un budget annexe, on puisse prendre en compte les dépenses de structures payées par le budget général. Alors vous allez me dire, oula, c'est compliqué. Je suis désolé, mais ceux d'entre vous qui êtes financiers le savez très bien. Quand on vous demande de calculer le forfait élève à payer aux écoles privées, on va aller regarder dans vos budgets, non seulement les sommes que vous avez dépensées, par exemple, pour les questions d'inscription, etc., mais également vos dépenses de votre service marché, de votre service finance, et si vous n'êtes pas capable de faire une compta analytique précise, on va vous appliquer des prorata assez violents. Donc, c'est exactement le même raisonnement. Je vois combien me coûte mon service, je vais prendre également les charges indirectes. Sauf que dans le cas du forfait élève, c'est au détriment du budget de la commune. Là, dans le cas des TOM, ça aurait été au profit du budget de la commune. Pour forfait élève en scolaire,
on nous impose de prendre en compte ces dépenses. Ce n'est pas le cas pour les ordures ménagères, alors que c'est pour ça, ces dépenses, on les a pourtant faites, certes indirectement, pour les budgets, pour les dépenses d'ordures ménagères et assimilées. Donc, voilà, et puis on espérait éventuellement une extension large aux assimilés au sens très large. Bon, Séville nous dira si c'est le cas. Autre élément, le dégrèvement de la taxe consécutif à une décision de justice. Ok. S'il y a un taux disproportionné, très bien, et là on reprend ensuite la formulation, s'impute sur les attributions versées aux collectivités. C'est-à-dire que et l'administration fiscale communique aux communes ou aux EPCI. Ce qui est amusant, c'est qu'ils ont oublié les syndicats mixtes qui ne sont pas des EPCI, mais c'est vrai qu'en général, la TOM passe par l'EPCI. Mais bon, pas toujours. Donc c'est assez amusant qu'ils l'aient oublié. Bon, voilà. On va pas tirer sur une ambulance, mais quand même. Dans un délai de 2 mois, le montant de la taxe dégrevée et le montant initial de l'imposition constatée à référence du jugement. Ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'État qui perçoit des sous pour vous, qui perçoit la TOM, qui prélève sa dîme au passage en échange du service qu'il rend, mais s'il y a un problème, c'est vous qui payez. Est-ce que c'est totalement choquant? Du point de vue de l'État, non, puisque l'État se retrouvait à avoir des moindres dépenses qu'il vous garantissait comme une assurance, en raison d'actions, de votes de taux jugés illégaux qui ne relèvent pas de l'État mais qui relèvent de la collectivité. Ok. Il n'en demeure pas moins qu'il y avait un aspect assurantiel dans l'argent aussi que percevait l'État quand il reçoit des impôts à votre place, et que cet aspect assurantiel est nié aujourd'hui. Donc, plutôt que de régler la question en incluant des sommes indirectes et en étant plus large dans la définition des déchets à prendre en compte et des dépenses à prendre en compte, notamment pour les investissements, l'État a préféré ne rien changer, codifier la jurisprudence, puisqu'on vient presque à ça à 2-3 détails près, notamment le PLD, oui d'accord, et mais retransférer la douloureuse, la somme à payer, sur les collectivités. C'est ça. Comment dire? C'est pas côté fair play, j'ai connu mieux. Et puis, en échange, on nous incite à faire un petit peu de Tom I, et donc, du coup, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que c'est légèrement facilité, super, mais la Tom I n'a toujours pas trouvé l'entièreté du succès qu'on pourrait lui espérer. Alors, maintenant, du coup, ça veut dire qu'il faut que vous preniez vos calculettes, vos dépenses, pour essayer de vous adapter à ça, et savoir comment calculer tout ceci. Oula! J'ai bien besoin des lumières de Sylvie Courbet qui va vous expliquer tout ça. Merci. Quelle belle transition. Merci Eric. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre point par point donc, dans les sujets abordés par l'article 23 de la loi finance pour 2019. Et en fait, cet article 23, il nous modifie trois articles du Code des impôts, le 1520 qui dit ce que c'est que la TOM, puis 2 articles qui vont faire référence, enfin un qui fait référence à la TOM incitative, et un dernier qui parle des modalités de prise en compte des frais de gestion. Donc le premier point, donc tu l'as déjà largement abordé, c'est la définition des charges pouvant être couvertes par la TOM, donc le fait d'acter qu'on puisse prendre en compte les charges de prévention et de codifier donc ces fameuses jurisprudences. Le deuxième point, je ne reviendrai pas dessus, c'est donc les conséquences d'une disproportion constatée entre la TOM et les charges qui fait que l'État se décharge sur les collectivités finalement en leur disant bah, écoutez, si vous perdez et que c'est de votre faute, eh ben, c'est vous qui payez à la fin. Un autre point qui permet de corriger ce qui à mon sens était une absurdité du Code des impôts qui nous obligeait à avoir une recette identique l'année du passage en TOM I par rapport à l'année précédente, ce qui était fait fi du fait que tout bêtement nos charges pouvaient augmenter entre les deux. Et enfin, le dernier point est issu de la feuille de route économie circulaire. C'est censé être un coup de pouce pour les collectivités qui feraient le choix de passer donc, en TOM I pour 2019 et pour les années suivantes, où les frais de gestion prélevés par la DDFiP sont diminués de 8 à 3% pendant 5 ans. Donc rentrons point par point dans cette histoire. Donc je reviens sur le 1520, parce que tu avais précisé qu'est-ce qui avait changé, mais si on le relit en entier.
on nous dit que les collectivités donc, compétentes en collecte peuvent percevoir une TOM qui est destinée à pourvoir donc, aux dépenses du service de collecte et traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L2224-14 du CGCT. Donc ça, c'est les déchets assimilés. Donc ça, c'était l'apport de la première jurisprudence au champ qui a fait que en 2016, on a dit « Ah oui, mais finalement, la TOM peut aussi couvrir les dépenses des déchets assimilés, on n'a plus l'obligation de mettre en place une redevance spéciale. » D'où ma crainte quand il y a eu les jurisprudences de mars et de juin 2018, puisqu'ils avaient un petit peu disparu, là c'est bien. Oui, voilà. Là, c'est bien. Après, donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont émus du fait que, comme tout le monde allait regarder dans le détail cet article 1520, que d'aucuns pourraient considérer que on va regarder que strictement les opérations de collecte et de traitement, et que finalement, les opérations liées à la prévention, bah, par nature, c'est pas de la collecte et du traitement, puisque c'est du déchet qui n'est pas censé être fait. Donc ils se sont dit, oulala, on prend un risque du fait qu'il y ait marqué que collecte et traitement, donc faisons ajouter le fait que les dépenses liées à la prévention puissent être couvertes par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc ça, très franchement, donc ok, ça sécurise, mais globalement, tout le monde le faisait déjà. J'ai jamais vu une collectivité considérer ces charges de prévention à part, et l'enjeu financier n'est pas très conséquent, donc si on regarde un peu les données de l'ADEME, on serait autour de 1 à 2 euros par habitant en moyenne. Là où ça se corse, c'est sur la suite, où on va nous expliquer ce que sont les dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés. Donc je vais revenir point par point, vous aviez vu une vision globale tout à l'heure avec Eric. Donc d'abord, les dépenses réelles de fonctionnement. Donc tout est dans le terme réel. Quand on lit les rapports qui ont été faits par, je crois que ça s'appelle le rapporteur du gouvernement, tu me dis si je me trompe, sur les différents arrêts, on se rend compte, enfin, rapporteur public, pardon, on se rend compte qu'il nous dit, en fait, moi, votre comptabilité analytique, compte à coût, etc., franchement, peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc, je ne veux pas avoir à me positionner sur la justification de la prise en compte des frais de structure. Ce qui, en plus, a un côté un peu absurde, parce que par ailleurs, le législateur nous oblige dans le CGCT, dans le cadre du rapport annuel, à utiliser les indicateurs développés par l'ADEME dans le cadre de la matrice des coûts sur la méthode compte à coût, où les frais de structure figurent. Donc là, on est sur un truc un petit peu absurde, merci. Donc en tout cas, on a essayé, enfin j'avais travaillé avec des sénateurs pour essayer de faire changer cette vision, et notamment donc, en pointant cette absurdité. Clairement, les réponses qui ont été faites dans le cadre des débats sur la loi de finances ont été claires. Ils ont dit, non mais écoutez, non, c'est pas le sujet, les choses sont évidentes, c'est à vous de vous organiser, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'incohérence entre le CGCT et le CGI. Okay. Donc tout l'enjeu pour les collectivités maintenant, ça va être de travailler à rendre nos charges le plus réelles possible. Donc comment est-ce qu'on considère qu'une charge va être réelle et va être dans le budget déchets? C'est en travaillant la fonction 812 et en travaillant aussi ce document qui est parfois négligé par les collectivités, mais qui est pourtant obligatoire, donc ça c'est encore un autre article du CGCT, qui s'appelle l'état annexe au budget, qui est censé retracer toutes les dépenses et les charges liées à les charges et les recettes, liées à la compétence déchets. Et alors là où moi j'ai un point d'attention et tu me diras si tu es d'accord, c'est qu'à aucun moment on nous dit que les frais de structure sont interdits. On nous dit juste qu'il faut prendre des dépenses réelles. Donc tout le sujet va être de savoir comment est-ce que je peux travailler pour rendre mes frais de structure réels. J'ai eu des syndicats qui... Il y a des décisions de justice qui disaient direct avant la loi de finances, et du coup, on en disait qu'il y avait un problème sur les frais de structure. Mais là, c'est l'avantage de la réforme, on a des textes différents qui nous permettent de revenir là-dessus, justement. Parce que plusieurs syndicats, en fait, m'ont posé des questions en disant « Mais voilà, moi je suis syndicat, je n'ai qu'une seule source de financement, c'est la TOM. Comment je vais faire pour mes frais de structure ?» Moi j'ai envie de dire, un syndicat, ses frais de structure sont des charges réelles. Ah oui. Tout le sujet, en fait, qui était à l'origine de la RECORA, c'est que la collectivité avait affecté des frais de structure vraiment à l'emporte-pièce, avec un pourcentage extrêmement grossier, qui avait été considéré comme devant être financé par la TOM.
Et vous comme moi, on sait que dans certains cas, il peut être pratiqué le fait que on met les frais de structure serait la variable d'ajustement pour justifier qu'une tome est équilibrée. Donc, c'est ça, en fait, qui est censé être. C'est le cas d'énormément de services, sauf ceux des clients de nos deux structures. Bien évidemment. Donc, la solution qu'on pourrait proposer, même si j'en suis complètement consciente, elle n'est pas parfaitement simple à mettre en œuvre et elle résout pas tout. C'est vraiment de travailler à partir des documents comptables et budgétaires, enfin vraiment d'utiliser votre maquette budgétaire et donc pas de rentrer dans d'autres considérations analytiques pour affecter au service déchets toutes les charges directes, indirectes possibles qui viendraient alors des charges directes et des charges réelles. On peut décomposer les charges du service finalement en 3 grandes catégories. Il y a les charges vraiment directes qui sont très claires, c'est mon marché de collecte, ma cotisation au syndicat de traitement, le personnel affecté à 100%. Donc ça, c'est bon. En général, ils sont déjà dans la fonction 812, mais ceci étant dit, toutes les collectivités ne s'embêtent pas forcément à faire rentrer le personnel dans la fonction 812. Donc là, franchement, à mon avis, il y a intérêt à le faire. Ma deuxième catégorie de charges, ce sont des charges partagées, donc des charges qui sont clairement établies comme étant partagées entre 1, 2, 3 services. Je partage mes bâtiments avec le service de l'eau et l'assainissement. Le responsable, le DGST, gère 3 compétences. Donc là, on va pouvoir aussi travailler des règles, des clés de répartition, mais ça voudrait dire, pour que les choses soient très claires, qu'il faut que vous puissiez mettre en place un système qui enregistre le salaire du directeur et les charges des locaux sur les différentes fonctions concernées, donc notamment sur la fonction 812. Et après, il y a le reste. Il y a vraiment ce qui relève des frais généraux. Et donc là, on est sur la direction générale, on est sur les ressources humaines, on est sur le service marché public. Donc sur des très gros territoires, il arrive qu'on identifie au sein des RH les agents qui sont affectés à la compétence déchets, et idem pour les marchés ou pour la comptabilité, mais c'est pas toujours le cas. Donc là, il y a un sujet, il y a un vrai sujet autour de ça. Donc comment prendre en compte ces charges-là? J'arrive avec une petite solution sur la diapo d'après. Et il y a un petit point rigolo mais pas négligeable et sur lequel on reviendra tout à l'heure, c'est que quand vous faites un emprunt, souvent ce sont des emprunts globaux. On ne sait pas dire exactement ce qui a relevé du camion poubelle ou de la cour de l'école. Et donc là, il y a un vrai sujet aussi de pouvoir trouver un moyen d'affecter à la fonction 812 les emprunts qui relèvent de la compétence déchets. Donc, à mon sens, et là tu me dis, ton expérience m'intéresse, on doit pouvoir, enfin en tout cas je l'ai vu pratiquer, y compris en tome, mettre en place un budget annexe. Et ça, un budget annexe, c'est génial, parce que quand j'ai un budget annexe, je peux faire des financements croisés entre le budget annexe et le budget général. C'est-à-dire que le budget général va pouvoir facturer des prestations au budget annexe. Et là, comme par miracle, ces prestations deviennent des dépenses réelles du budget annexe. Donc c'est un moyen en fait de transformer des frais de structure globalisés en dépenses réelles du budget annexe. Et comme tu le disais, sur l'exemple, c'était Dunkerque, qui avait un budget annexe, les choses se sont passées beaucoup plus simplement parce qu'il était beaucoup plus facile de justifier la traçabilité des recettes et des dépenses du service d'achat. Alors le problème que j'ai sur un grand nombre de dossiers, je l'ai eu pour les déchets, je l'ai eu sur des dépenses de type GEMAPI, etc. C'est que le fait de faire des budgets annexes est accepté en général par les... J'ai même eu un refus de budget annexe pour un syndicat à la carte, d'accord, où j'ai des compétences séparées, j'ai pas les mêmes clés de financement en plus, donc évidemment, et donc, quand on a essayé de savoir pourquoi sur plusieurs dossiers depuis 1 an et demi, on avait des refus de création de budget annexe, alors que dans les 25 ans de ma carrière précédente, j'avais jamais vu trop de refus de budget annexe, et qu'il y a des collectivités qui ont
pléthore de budgets annexes. Enfin, je veux dire, vous avez côté amélioration de Dreux, il fonctionne énormément de choses par budget annexe séparé, et c'est en général du bon sens gestionnaire aussi. Hein. Bon. Eh bien, la réponse a été qu'ils ont des instructions de Bercy désormais pour essayer de bloquer la création de beaucoup de budgets annexes, car entre le suivi des contrats de maîtrise des dépenses qui sont faites et des règles de calcul en termes de dotation, les budgets annexes leur posent des problèmes où ils ont eu parfois dans le passé des budgets annexes qui n'avaient pas été pris en compte et qui changeaient la donne dans les calculs de certaines dotations. Ça n'est vrai que pour les EPCI, il y avait ce qui était propre. Non, mais c'est là au sujet, la question se pose. Voilà, mais c'est le cas aussi. Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai mis un refus de création de budget pour un syndicat à la carte au nom de cette règle qui était faite pour les EPC, ce qui était propre. On a réussi à faire une compte analytique et pas des budgets annexes, hein, et en dépit d'interventions élevées. Donc, il y a aujourd'hui un problème pour créer des budgets annexes dans les services publics administratifs. Après, moi, ce que je constate sur mes clients, c'est que je peux te citer au moins 6 ou 7 noms de collectivités qui sont en budget annexe, oui, alors qu'elles sont financées par la TOM. Mais souvent, ça a été créé il y a 2-3 ans et pas il y a 1 ou 2 ans. Voilà. Mais dans quelle mesure est-ce que on pourrait pas utiliser justement cette nouvelle réglementation pour justifier, parce qu'à un moment donné, on devient, en droit, c'est vous qui faites votre budget déjà pour commencer, c'est vous qui décidez, et il n'y a pas de raison. Simplement, si derrière il y a un blocage de Bercy et du comptable qui va avec, on va pas faire des bras de fer. Mais oui, il faut se battre pour obtenir de les créer. Et si ça, c'est à voir notamment dans vos associations dédiées, pour qu'il y ait clairement un lobbying auprès de Bercy pour qu'on comprenne qu'en matière de déchets, surtout maintenant qu'ils se sont défaussés des coûts d'éventuels échecs contentieux, la moindre des choses, c'est que vous permettiez cette traçabilité qui est en plus la conséquence, la résultante, comme tu l'as dit, de la loi de finances. Mais voilà, faites-le individuellement. Il y a des territoires, je n'en citerai aucun là, parce que voilà, où des budgets annexes ont été créés, en l'occurrence c'est pas les ordres de ménagères, mais sans difficulté. J'ai eu des cas de refus. Je pense qu'un lobbying concerté s'impose, regroupant tous ceux qui auront essuyé les refus. Donc là, on est bien d'accord que c'est une solution pour les collectivités qui sont dans une démarche de couverture à 100%. C'est indispensable parce que vous inversez pratiquement la charge de la démonstration ensuite au contentieux. Voilà. Après, les collectivités qui savent très bien que la TOM fait du gras, pour parler prosaïquement, là, pour le coup, la solution n'existe pas véritablement, à part baisser la TOM. Mais ce que fait tout le monde, c'est une baisse de la TOM très progressive pour que ça ne soit pas un choc dans votre budget, et on intègre tout ce que l'on peut en termes de dépenses et de traçabilité de ces dépenses pour essayer qu'un excédent qui, en réalité, est de 15 ou 20%, descende à 7 ou 8%, parce que là, on a des jurisprudences qui le permettent. On citera tout à l'heure un tribunal administratif de Strasbourg concernant une métropole, contentieux nous défendions la métropole, et où un excédent de 8 et quelques et même 9 et quelques a été validé, par exemple. Donc beaucoup de ceux qui nous écoutent sont sûrement, comme tant de collectivités, avec un excédent entre 9 et 18%, quoi, allez, on va dire. On voit bien que ce que tu proposes permet de descendre les 5 à 6 ou 7% qui nous permettent d'avoir une ligne de défense sérieuse, mais que ça ne vous exonère pas pour de vrai, baisser un tout petit peu la TOM dans les 2-3 ans qui viennent, mais sans qu'il y ait un choc brutal, quoi. Voilà. Sachant qu'en parallèle, ça on ne l'évoquera pas en détail aujourd'hui, il y a une autre conférence qui est consacrée à ça. La TGAP va augmenter, donc il y a d'autres choses aussi qui vont faire que finalement ta baisse de la TOM sera pas utile. Tu as hélas raison. Parenthèse. Alors, jusqu'ici, j'avais envie de dire c'était facile. Encore que. Donc, vous vous souvenez, on a dit les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets comprennent donc les charges de prévention, on l'a vu tout à l'heure, les dépenses réelles de fonctionnement, et là, on passe à un truc que je qualifierais d'incompréhensible. On a beaucoup lu ce texte, on l'a retourné dans tous les sens. J'ai eu beaucoup d'échanges avec des cabinets financiers pointus sur le sujet. On a des interprétations différentes. Enfin, c'est complexe.
Je sais pas, quand tu le lis, ça te... Ah ben moi je lis, je peux prendre en clair, on parle d'investissement bien sûr, Oui. c'est-à-dire je peux prendre en compte mes investissements réels, très bien, mais uniquement en fonction de mes dotations aux amortissements. Voilà. Je ne peux pas prendre du coup les sommes que je suis obligé de provisionner, même si j'ai fait un PPI. Donc là, en fait, donc on va vous proposer quand même Oui. une interprétation. Non, t'es pas d'accord. Bon, je fais alors ça. c'est un peu, enfin voilà, ma porte d'entrée va être un petit peu différente. En tout cas, de cause, rien que la lecture déjà est quand même profondément indigeste. Ah oui. Donc on nous dit, et je vous ai mis des couleurs pour que ce soit lisible. Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements, des immobilisations. Donc ça a l'air assez logique, mais ça se complexifie quand il précise. Lorsque pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes au titre de la même année ou d'une année antérieure. Et 2, des dépenses réelles d'investissement, lorsque pour un investissement, la taxe n'est pas pourvue aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements, des immobilisations correspondant au titre de la même année ou d'une année antérieure. Donc ce qui est quand même assez costaud en termes de lecture. Alors revenons-en, dans la diapo d'après, aux fondamentaux pour essayer de comprendre ce qui se passe. En tout état de cause, sachez que ce texte incompréhensible est quand même un apport par rapport à Cora, qui lui, enfin l'arrêt Cora que tu évoquais tout à l'heure, qui lui ne considère que les dépenses d'amortissement, ce qui était un problème aussi. Donc oui, là, on élargit un petit peu. Élargissement illisible. Mais l'élargissement, voilà, est assez compliqué à manier. Mais alors, les provisions, ceci étant dit, on n'a jamais eu le droit d'en faire. Oui, non, mais d'accord, mais... Donc, voilà, mais on en faisait de manière... Je peux dire, j'ai besoin d'un autofinancement pour un truc, et j'ai fait un PPI, quoi, ça revient à une provision. Pas comptablement, hein. Oui. Non, pas comptablement. Oui. Mais je fais un je dis j'ai un excédent parce que j'aurais besoin d'autofinancement et que, bon. Enfin... Voilà. Mais du coup, tu fais un excédent que tu n'as pas complètement le droit de faire, mais que tu fais quand même pour pouvoir justifier, et qui va te servir pour ton investissement qui suit. Et donc là, jusqu'à présent, personne ne trouverait ton rien à redire. Là, pour le coup, ça va vraiment être effectivement extrêmement compliqué. Donc revenons-en à la base. Si je veux financer demain un camion poubelle ou une usine de traitement des déchets ou une déchetterie, j'ai 3 solutions. Soit j'emprunte, soit j'utilise l'autofinancement dégagé sur l'année. Donc ça va être possible pour un camion poubelle. Ça va être un peu plus compliqué quand je parle d'une déchetterie ou d'une usine de traitement. Soit j'utilise le résultat global de clôture, c'est-à-dire j'utilise les réserves que j'avais constituées jusqu'à présent. Donc ça, c'est vraiment les 3 sources. Enfin voilà, l'argent, je l'ai de 3 manières. Soit c'est l'argent cash que j'ai gagné cette année, soit c'est mes réserves, soit c'est ce que j'emprunte. La dotation aux amortissements, vous le savez, n'est pas une dépense réelle, c'est une épargne contrainte en fait. C'est le fait on oblige les collectivités par cette obligation d'amortissement de constituer un minimum d'épargne brute, et cette épargne va nous servir à 2 choses, soit 2 choses d'ailleurs, en alternative ou en complémentarité, de rembourser mon annuité en capital de la dette si j'ai emprunté pour le bien, ou de reconstituer les réserves pour le renouvellement de ce bien. Jusqu'ici, tout va bien. Le problème qu'on va rencontrer pour l'application de ce texte, vous avez bien vu que c'est comme si, sur chaque bien, il fallait que je sache s'il a été financé par l'emprunt ou s'il a été financé par de l'autofinancement. C'est que ce dispositif rentre en résonance de manière un peu bizarre avec le principe d'universalité budgétaire qui, lui, prévoit expressément la non-affectation d'une recette à une dépense déterminée. Et clairement, quand une collectivité fait de l'investissement et qu'elle prend un emprunt, l'emprunt est le plus souvent global, en particulier quand on est sur une collectivité qui a plusieurs compétences, et il y a besoin d'un certain montant pour pour financer ce dont on avait besoin, et finalement de savoir est-ce que c'est la cour de l'école ou est-ce que c'est le camion poubelle qui a été financé par l'emprunt et le reste par l'autofinancement, c'est somme toute assez théorique. Et clairement, aujourd'hui, les collectivités ne disposent pas d'outils comptables pour tracer le plan de financement d'un bien. On sait juste, la fiche d'IMO, elle fait apparaître la valeur du bien, ses amortissements, sa valeur nette comptable. Jamais elle dit la manière dont ça a été financé. Et on ne retrouve pas ça dans les contrats, parce que les établissements financiers sont les premiers à ne pas aimer qu'il y ait une traçabilité trop fléchée.
quand on le demande, notamment pour préparer des intercommunalisations, on a plutôt des problèmes en fait avec les élections financières à l'obtenir. En plus. Donc vous voyez, là on a comme qui dirait... Parce que sinon on aurait pu se référer au contrat. Un petit souci, c'est-à-dire qu'on nous demande, on nous dit voilà, votre tome, ben, vous allez pouvoir l'utiliser à la fois pour générer pour utiliser en tant qu'amortissement et pour financer de l'amortissement et pour financer de l'autofinancement, mais ça ne marche que si on sait dire sur chaque bien qu'est-ce qui a été déjà amorti ou et si vous l'autofinancez, il ne pourra pas l'être. Donc là, ça commence à être costaud. Donc la proposition de lecture que je vais vous faire part du principe suivant. Alors c'est vraiment une interprétation. Je vous dis, pour préparer cette webconférence, j'ai échangé avec beaucoup de collègues en interne et aussi en externe de cabinets partenaires. Et franchement, on est tous un peu secs sur la manière dont on doit vraiment le comprendre. Lors des débats sur la loi de finances, ce point a été soulevé et le ministre a gentiment répondu aux parlementaires qui l'avaient soulevé que écoutez, il n'y a pas de problème, vous demanderez, vous ferez une question au gouvernement, on vous répondra, ce sera extrêmement simple. Pas de problème. Bon, en attendant, ce que je vous propose, c'est de considérer, on nous dit en fait, qu'on va pouvoir amortir les biens qui n'ont pas fait l'objet d'un autofinancement. Donc finalement, ce que je vais pouvoir amortir, c'est les biens qui ont fait l'objet d'un emprunt. Et si je le lis comme ça va vachement mieux. Je vais vous expliquer ça à travers un exemple. Donc, une collectivité fictive a des recettes de TOM de 30 millions d'euros. Elle a des dépenses de fonctionnement, y compris les intérêts de la dette, diminuées des recettes non fiscales de 24 millions d'euros. Ce qui signifie qu'elle a une épargne brute ou capacité d'autofinancement, selon le terme que vous préférez, de 6 millions. Elle a un certain nombre de biens qui génèrent 2 millions d'amortissement. Donc, ce qui fait que, si je prends mes 6 millions moins 2 millions, il me reste donc 4 millions disponibles, dégagés en autofinancement pour l'année en question. Cette année, j'ai 3,3 millions de dépenses d'investissement à couvrir, et puis j'ai une petite recette d'investissement, une petite subvention bienvenue, qui fait que j'ai un besoin en financement, hors remboursement du capital des emprunts que j'ai déjà contractés, de 3,2 millions. Je dois rembourser quand même le capital de ces emprunts, ça me fait un besoin en financement de l'investissement de 3,8 millions. Voilà mon petit cas de figure. Ok, très bien. J'ai donc 2 millions de dotation aux amortissements. Mais ces 2 millions, est-ce que je peux vraiment tous les prendre en compte, puisque finalement le remboursement du capital ne représente que 600 000 euros. Or, le texte nous dit que l'amortissement ne peut concerner que des biens pour lesquels la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement. Donc ça veut dire mes biens financés par l'emprunt. Donc, in fine, la TOM ne va pouvoir couvrir que, au titre de cette ligne-là, de l'article, le nouvel article 1520, que 600 000 euros. Ce qui prouve bien le caractère très imbécile du système. Oui. Voilà, alors attends, je continue. Alors ça déjà, pour pouvoir dire ça, ça veut dire qu'il faut que je sache dire, ce qui n'est pas si simple, que j'ai bien 600 000 euros de remboursement de capital sur les emprunts du service déchets. Petit point. Ok, donc là vous vous souvenez, c'était mon point 2, la TOM peut couvrir les dépenses d'amortissement pour lesquelles j'ai pas eu d'autofinancement, donc en gros les dépenses d'emprunt. Donc, finalement, sur mes 6 millions, il me reste 5,4 millions. Et ceux-là, ils sont disponibles pour les investissements autofinancés. Et là, comptablement, ça va prendre la forme d'un virement volontaire à la section d'investissement. Donc là, dans le cas présent, tout baigne, mes dépenses d'investissement sont de 3,3 millions. Et ça, c'est pris en compte. Voilà. Alors là, je veux dire les 2 millions. Ouais. Voilà. Petite remarque rigolote, c'est que la façon dont c'est écrit, ça ne parle que des dépenses d'investissement. Ce qui voudrait dire que je n'ai pas à considérer la recette d'investissement par ailleurs. C'est qu'on parle des dépenses d'investissement brutes et pas des dépenses d'investissement nettes. Voilà. Donc ma TOM ne peut couvrir à ce moment-là que 3,3 millions euros. Attends, hop, je reviens là. Hop.
Ceci étant dit, ce faisant, j'ai quand même une situation où donc j'investis dans ces biens pour 3,3 millions. Ces biens vont devoir être amortis, donc si j'ai rien qui sort de ma dotation aux amortissements de cette année, ils vont s'ajouter l'année prochaine, et je dois les faire apparaître comptablement. Il y a peut-être un petit moment donné où là ça va bien, ça marche, mais il est fort possible qu'on se retrouve dans des situations où ça coince et où je ne peux plus budgétairement faire face à mes amortissements. Donc si je finis sur ma démonstration là, je reprends mon article 1520. Donc la TOM peut couvrir les dépenses réelles de fonctionnement 24 millions. Ok. Elle peut couvrir les amortissements qui correspondent à un emprunt, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas eu un auto-financement. 600 000 euros. Elle ne peut couvrir que les dépenses réelles d'investissement, 3,3 millions, sans excédent. Donc si j'additionne tout ça, ma TOM autorisée, elle fait 27,9 millions. Par rapport à mes 30 millions que j'ai prélevés, j'ai un excédent de 8%. Alors que même mon budget, en réalité, est équilibré. Dans ton exemple. Voilà. Alors après, donc, c'était un exercice relativement simple. Ça ne sert pas à reverser au budget général, clairement. Enfin, oui, voilà. Mais c'est parce que, typiquement, on pourrait poursuivre la démonstration en rentrant sur les années suivantes. L'année prochaine, j'ai un investissement de 10 millions d'euros. Là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est une excédent. Alors, bon. Qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, que penses-tu de cette interprétation? D'abord, je pense que c'est convaincant et que déjà, ce n'est pas une présentation pessimiste, c'est une présentation presque optimiste sur certaines lignes. Deuxième remarque, ça me met en colère, mais ça n'est pas opérationnel. Troisième remarque, je me dis que le problème que j'ai, c'est finalement que dans ton exemple, j'ai finalement je ne peux pas financer l'intégralité de mon épargne brute moins dotation aux amortissements. C'est ça que je peux pas entièrement financer. Et que donc du coup j'en reviens toujours au même problème, c'est une partie de mon autofinancement que je peux pas financer. C'est surtout que à mon avis, c'est la charge d'investissement est irrégulière. Ça marche plus du tout. Voilà. Et ben, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire, si l'idée de se dire que font juste toutes les entreprises et tous les budgets, mais attention, hein, on a les mêmes problèmes dans les budgets SPIC maintenant. Hein. C'est-à-dire, je développe de l'autofinancement pour pouvoir faire une dépense, un bout d'autofinancement de ma nouvelle station d'opération dans 3 ans. C'est juste du bon sens, on peut plus le faire. Donc, ça veut dire qu'il faut bien travailler sur les frais de structure, comme tu l'as dit, qu'il faut essayer d'avoir un budget annexe, etc. Mais pour la part purement investissement, ça veut dire que l'investissement en oscillation de volume de dépenses est singulièrement pénalisé par ce nouveau système, enfin par ce système, puisque la loi n'a fait que reprendre et aménager ce qu'elle nous a dit le juge. Et j'en viens à me demander si dans votre pratique contractuelle, plutôt que de se dire, voilà, je vais faire un gros investissement dans 5 ans, j'autofinance en attendant, est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire des montages contractuels un peu plus complexes, disons voilà, j'aurais besoin de faire telle dépense, je prends une entreprise, la dépense sera faite par exemple dans 3 ans, mais je passe déjà mon contrat, des contrats sans externaliser, enfin, faut pas que ça corresponde aussi à une externalisation de l'emprunt, parce que sinon, là on aura un problème, mais voilà, soit je fais une non-externalisation de l'emprunt, je suis en maîtrise d'ouvrage public classique, mais je fais des marchés de travaux, et ça pourrait justifier un lissage dans le temps des travaux, etc. C'est facile à dire, mais on peut essayer de lisser les paiements, il faut que ça corresponde au service fait, on est bien d'accord, il ne s'agit pas de prépayer des trucs, mais plutôt que de se dire je passerai un marché de travaux, etc., on pourrait glisser vers des trucs un peu pluriannuels, avec un lissage, au moins des paiements sans que ça soit trop déconnant au regard du service fait, c'est une première option. Deuxième option, on glisse vers des montages d'externalisation de l'emprunt, on en revient au marché de partenariat, au genre de truc, sauf que évidemment il faut bien travailler à la cristallisation des taux et autres pour pas que ça revienne plus cher en emprunt, hein. On n'est pas sur des choses faciles à gérer du tout, mais ou certaines dimensions concessives qui peuvent se faire aussi sur certains ouvrages et services. Parce que là, en externalisant l'emprunt,
vous êtes dans une position beaucoup plus facile à justifier Oui, dans votre compta, puisque là, pour le coup, c'est tout l'autofinancement, c'est la somme que vous versez à votre prestataire ou délégataire. Et donc, on s'en rend pas compte, mais ça peut favoriser, soit vous êtes en maîtrise d'ouvrage public, et ça veut dire des contrats pluriannuels avec un lissage des paiements, mais enfin, c'est facile à dire, c'est pas forcément conforme à votre réalité en termes de chantier, de travaux et de besoins. Soit ça peut conduire à des contrats avec externalisation de dettes, mais qui sont pas faciles à gérer non plus et qui sont peuvent être très qui peuvent être plus chers, qui peuvent être très piégeux, qui parfois peuvent être bien, ça dépend, mais c'est totalement paradoxal qu'une question juridico-financière en vienne avoir un impact sur vos choix de gestion, mais c'est le cas. Ce qui se passe aussi, en gros, si on lit strictement les textes, ce à quoi nous incite le Code général des impôts, c'est finalement d'ajuster la TOM tous les ans. Ce qui n'est pas du tout la démarche habituelle dans laquelle sont les collectivités. C'est qu'aujourd'hui, on a un taux de TOM, et en général, il bouge très peu, et ça passe. Voilà, ça passe, ça permet de voir venir les augmentations prévues de TGAP, un investissement futur, etc. Donc et le juge a voulu sanctionner ceux qui utilisent ce gras pour le budget général avec des frais de structure excessifs. C'est ça, c'est le fond du sujet, il est là. Mais on se retrouve du coup à pénaliser, à faire, enfin, je veux dire, sur les types de dépenses à prendre en compte notamment, et sur la gestion pluriannuelle de ça, vers un truc totalement idiot, quoi. C'est pour ça que moi j'aurais rêvé qu'on nous dise une bonne fois pour toutes, législativement, un budget excessif, c'est 10%, un volume, quelque chose qui soit clair, qu'on nous impose à la limite un budget annexe, mais avec du coup un petit vérification de point de savoir si on n'a pas chargé trop la barque sur les frais de structure, mais qu'on ait quelque chose de sécurisé et qui nous permet, avec un excédent suffisant pour nous permettre d'autofinancer les trucs, quoi. Et comme c'est un budget annexe, on aurait imposé des règles un peu strictes de reversement au budget général de cet excédent, et on aboutissait à la même chose, mais avec une souplesse pour la collectivité. Ouais. Donc là, en tout état de cause, clairement, c'est une interprétation possible, complètement ouverte au débat pour en identifier d'autres. Nous, notre analyse, c'est quand même de considérer que finalement, ça tend en fait à amener les collectivités soit vers des schémas de financement complètement basés sur l'emprunt, soit des schémas de financement complètement basés sur l'autofinancement, et ne pas être, ça les enferme en fait dans des plans de financement passés qu'ils vont être obligés de reproduire sur la durée s'ils souhaitent appliquer ce dispositif. Et donc encore cette idée qu'on ne peut toujours pas préparer proprement un investissement futur, et deux, là ça tombait bien, ça marchait dans mon exemple, mais je suis sûre qu'on peut en trouver où ça fonctionne pas du tout. Et notamment, donc je vous laisse prendre connaissance des déjà 5 problèmes que nous on a identifiés dans l'interprétation de ce texte. Donc le premier, c'est que de toute façon, que le bien soit autofinancé ou pas, il va devoir être amorti comptablement, on doit l'amortir. On ne peut pas dire, celui-là, finalement, celui-là, je ne l'amortis pas. Donc il va falloir quand même trouver un financement en face de cet amortissement. Et si jamais c'est pas la TOM, qu'est-ce que c'est? Ça voudrait dire quoi? Qu'il faut qu'on augmente la taxe foncière pour faire face à l'amortissement? Ça, c'est... Ensuite, donc ça nous dit pas comment sont prises en compte les autres recettes d'investissement qui peuvent être mobilisées, parce qu'il n'y a pas que l'emprunt et la TOM qui peuvent servir. Comment on fait pour rembourser un emprunt qui a financé un bien non amortissable? Là, ça devient vraiment drôle, parce que tu pourrais couvrir l'emprunt que si c'est amortissable, c'est absolument génial. Ensuite, quand c'est un résultat de clôture qui a été utilisé, c'est pas forcément évident que le résultat de clôture ce ne soit que de l'autofinancement, ça peut être un peu de tout, ça peut être plein de choses différentes. Et donc quand on a plusieurs sources de financement mobilisées pour un très gros investissement, du coup, quel devient le statut de cet amortissement? Ça voudrait dire quoi? Il faut qu'on fasse des quotes-parts d'amortissement, enfin c'est très nébuleux. Donc en tout état de cause, comme tu le signalais, je pense que pour l'application de ce texte, il va falloir nécessairement à un moment donné, soit vous retourner en direct vers vos interlocuteurs aux services fiscaux et aussi passer par les associations de collectivités pour dire, mais alors, franchement, qu'est-ce que ça veut dire votre truc? Dans l'exemple que je vous donnais là, donc j'étais à un excédent de 8%. Cher maître, excédent de 8%, je m'en sors ou pas? Qu'est-ce que... Si vous êtes dans le ressort territorial du tribunal administratif de Strasbourg, oui. Puisque ce qui était passé, c'était 8,6 et même une autre année à 9 et quelques. Bon, c'est bien. C'est bien, ça. C'est bien, et qui concerne une métropole. Donc là aussi, on n'est pas sur des petites sommes, parce que parfois,
la question se pose de savoir si on est raisonné en pourcentage ou en montant. Ouais. Évidemment que c'est en pourcentage, mais bon, voilà. Comme tu l'as signalé, il y a le bulletin d'instruction fiscale, le BOI, qui a dit que de toute manière, il ne faut pas que ça dépasse 15%. Alors, c'était avant la période de caractère obligatoire de la redevance spéciale. De la redevance spéciale. Mais, comme je vous l'ai dit, c'était déjà ce qu'a dit, par exemple, le tribunal administratif de Lyon, qui avait censuré justement 15%. Et puis, c'est idiot, mais 15%, c'est le seuil qu'on retrouve, même si c'est la réalité juridique est plus compliquée aussi, hein, sur les avenants, encore une fois. Mais tu crois que c'est encore une fois le seuil de 15% sur les avenants, c'est pas comme ça que ça marche du tout. Mais c'est quand même comme ça que c'est vulgarisé, et donc voilà, on est sur un seuil qui devient aujourd'hui un standard dans un certain nombre de choses. Donc quel excédent autorisé? Eh ben, je dirais au-delà de 8% danger. En dessous de 8%, il y a des jurisprudences comme le Auchan 2.5 hein, qui étaient inquiétantes, mais dans un cas quand même un petit peu particulier avec un problème de RS à l'époque. Donc on est vraiment sur du tâtonnement. C'est pour ça que j'aurais bien aimé la fixation d'un plafond législatif, quitte à interdire enfin encadrer les reversements de budget annexe vers budget général. Ça aurait été évidemment beaucoup plus simple. Si vous êtes sur du 2%, moi je pense qu'on est bon, même s'il y a eu le dossier de Rennes, et franchement, enfin, c'est juste aberrant. C'est aberrant. Mais donc là, vous avez dans le tableau, voilà. En fait, on a repris les différentes jurisprudences. Il n'y a pas la dernière de Strasbourg, mais de savoir du coup dans ces cas-là qui ont été sanctionnés ou acceptés. Quel était le pourcentage? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous, au niveau de la pratique contentieuse, on voit surtout que on a des dossiers où on est quand même plus ou moins armé pour justifier de la dépense. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, qu'on a gagné sur le thé à Strasbourg, la communauté a fait un gros travail, et accessoirement leur avocat aussi, pour justifier de la réalité des dépenses, de toutes les frais de structure, en disant, écoutez, dans ce cas-là, il faut prendre en compte telle frais de structure. Donc le juge n'est pas rentré dans tous ces détails dans son jugement, même si le jugement est assez détaillé. Hein. Mais il y a un travail à faire au stade du contentieux qui est précis. Maintenant, je pense qu'il est raisonnable que votre horizon d'atterrissage avec l'évolution soit effectivement du 3-4%, surtout pas plus, même si on a quelque chose de plus prudente que ça, puisque vous voyez, il y a même des cas où du 3-4% est annulé. Simplement, ça veut dire que, donc très souvent, on a des collectivités qui vont très vite à du 3-4%, mais qui, en fait, le lissage se fait dans le caractère plus ou moins grossier de l'inclusion de frais de structure ou d'autres optimisations. Donc, je dirais qu'il y a trois choses à faire. À court terme, regardez avec vos consultants préférés comment présenter vos comptes, comment justifier de vos dépenses. Et au contentieux, battez-vous pour le faire parce que l'État, lui, n'aura pas le réflexe de regarder ces questions de comptabilité analytique, etc. C'est pas sa culture, c'est pas son problème et il n'a pas les infos. Ensuite, à court terme, essayez d'en avoir que des excédents limités, quitte à charger un peu la barque sur tout ce qu'on a vu. Hein, frais structure, par exemple les dossiers d'amortissement, ton point 1 de ta question précédente, on voit bien qu'on a quelques lignes de défense là-dessus, au regard des jurisprudences et de la position de cause de l'État. Donc s'il faut charger un peu la barque en disant attendez, non, mon amortissement est une dépense et c'est une dépense qui doit être payée par l'ATOM, c'est une dépense directement liée au service, faut pas déconner. On a contre nous la formulation de la loi par exemple, c'est très clair, mais bien présenté, aujourd'hui, il vaut mieux charger la barque sur ce terrain-là que d'avoir un excédent. Vaut mieux avoir un excédent de 3% et charger la barque pour 3% ou 4% à ces titres-là que avoir un excédent d'une transparence totale mais d'une naïveté intégrale qui serait également de ces 6%. Vous voyez, donc il vaut mieux charger un peu la barque sur des trucs où on a des lignes de défense que sur l'excédent où là on est mal. Voilà. Donc dans l'affichage, hein, dans votre compte analytique, blindez bien vos débats d'orientation budgétaire et rapports d'orientation budgétaire, puisque c'est ce qui sera pris en compte au moment de la délib. Et donc là-dessus, en plus, on est sur des dépenses qu'il est quand même d'assez de bon ton de valoriser. Vous voyez,
je veux dire, c'est tellement mieux de dire qu'on n'a pas beaucoup de frais structure et beaucoup de frais sur les services publics. Donc, ce besoin de faire une comptabilité analytique, en dépit des faiblesses juridiques que vous aurez dans la démonstration, rejoindra votre intérêt de communication. Bon, bah, très bien. Donc, le nombre de cas où on voit des gens qui ont, rapport d'orientation budgétaire est juste une arme contre nous en défense. Alors même que quand on gratte, il y avait des tas de choses qui auraient pu être intégrées, zut quoi. Mais quand vous aurez fait tout ce travail-là, et que vous aurez dit, ah super, je n'ai plus un excédent que de 3%, je vois bien que je peux me défendre, il faudra que vous vous souveniez l'année suivante, qu'en réalité c'était artificiel et que c'était gonflé, et que votre atterrissage en douceur, devra être fait sur 2, 3, 4 ans, pour qu'un excédent, pour de vrai, de 10%, glisse vers un excédent pour de vrai de 4%. Donc, à court terme, habillez bien vos chiffres. Ce sont des dépenses réelles, hein, et c'est pas, je suis pas en train de parler de maquillage de compte, bien évidemment. Je dis qu'on a, voilà, chargez bien la barque sur vos dépenses de structure. Tant pis, plutôt que d'afficher un excédent de 8%, on va prendre en compte les amortissements en essayant de justifier de notre raisonnement, parce que on est moins mal que si on a un excédent bête. Et étape 2, à partir de cette année, de l'année prochaine, atterrissage en douceur sur la réalité des chiffres. On fait sortir de nos comptes petit à petit ce qui est quand même un peu discutable. En revanche, on réfléchit à ces pratiques contractuelles sur le portage du service et de ses investissements, pour voir si on a intérêt ou pas. Souvent, ce ne sera pas, mais la question peut se poser d'avoir des montages où on a une externalisation du portage de l'emprunt, puisque là, pour le coup, de l'emprunt et de l'investissement, puisque là, pour le coup, on contourne cet obstacle. Sous réserve que ça ne soit pas, que le remède ne soit pas pire que le mal, ça sera parfois le cas. Et là, il y aura besoin de l'aide du financier et du juriste. J'en finis avec les deux autres modifications donc, apportées dans le cadre de la loi de finances. Donc là, on sort de l'article 1520, on rentre dans celui qui a un nom magique, le 1636b Undisches du CSI, c'est comme ça qu'on dit? Moi, j'ai toujours dit Undécies, mais. Undécies, ah ouais. Mais en fait, c'est du latin, donc le C se prononçait que, donc c'est Undecies si on voulait le prononcer tel qu'on apprend à l'école, quoi. Donc ça nous dit ceci, la première année d'application des dispositions de l'article 1522 bis. Donc l'article 1522 bis, c'est celui qui invente la tome incitative. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder de plus de 10% le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente. Alors il faut savoir que jusqu'à présent, il n'y avait pas de lien de pourcentage possible, c'était juste une égalité stricte qui était prévue. C'est-à-dire que vous passez de tome en tomie, les recettes de la tomie devaient être strictement égales aux recettes de la tome. Parce que le législateur, qui a toujours une grande confiance dans les collectivités locales, imaginait que les collectivités qui passent en tomie allaient garder le même taux de tome et ajouter la part incitative par-dessus, ce qui est objectivement complètement absurde. Bref, ce qui impliquait aussi... En début de mandat peut-être. Rendez-vous compte que vous savez comme moi que vos bases de tomes évoluent d'une année sur l'autre, ce qui signifiait en fait presque de compenser l'effet base, qui pourtant quand même est extrêmement bénéfique, pour pouvoir faire face à l'augmentation tendancielle des charges. Qui plus est, quand on est sur un système de tomes incitatifs, c'est quand même un système où il faut payer pour voir, donc vous avez des investissements qui ont tendance à précéder les gains que va apporter ce nouveau mode de financement. Donc schématiquement, on en est là. Avant, les recettes de tome de n+1 devaient être égales à la tome de l'année n. Maintenant, donc, elles peuvent représenter 110% de la tome de l'année n. Là où ça devient fun, parce que sinon ce serait trop facile, c'est quand on met en place une tomie par secteur. Vous savez que vous pouvez avoir 5 ans pour déployer une tomie sur un territoire. Donc là, on a de manière très ingénue posé la question à une des DFIP, qui nous a dit, alors là, dans ces cas-là, vous comprenez, il va falloir l'apprécier par secteur. Alors, moi qui m'amuse très régulièrement à faire des grilles tarifaires de tomes incitatives, j'aime autant dire que c'est une jolie quadrature du cercle,
de réussir à obtenir ça. Donc, quand c'était l'égalité, c'était un hasard si on s'en sortait bien. Là, avec cette marge de manœuvre de 110%, on doit pouvoir s'en sortir. Mais en déployant par secteur, tu peux passer d'un secteur où tu as des fortes bases de tomes à un secteur où il y en a peu. Et donc, in fine, si le niveau d'utilisation du service va pas dans le même sens que les bases, on peut avoir des situations un peu absurdes qui se présentent. Bon, en tout cas, il s'agissait d'une des orientations de la feuille de route économie circulaire, donc qui a été bel et bien codifiée par la loi de finances. En voici une autre. Toujours dans cette idée, donc le législateur nous dit, voilà, grâce quand même à ces deux mesures, c'est génial, toutes les collectivités vont pouvoir passer en tome incitative et on aura notre objectif de 25 millions d'habitants en 2025. C'est la question des frais de gestion. Vous savez comme moi que sur une feuille d'imposition à la taxe foncière figure la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que le montant de la tome, c'est donc les bases fois le pourcentage, ça vous donne le montant de tome payé. Donc ça, c'est le montant de tome que la collectivité va récupérer. Mais ce que paye le propriétaire, et j'insiste sur ce point-là, c'est ce montant-là, 100 plus 8%. Il paye 108. Donc le 8%, la collectivité ne le voit jamais, c'est de l'argent qui est conservé par les services fiscaux. Qui va servir, alors pas uniquement au contentieux, ça va servir aussi à combler les éventuels impayés que connaît la DDFiP auprès des contribuables. Et ça sert aussi, et ça c'est quand même pas négligeable, à ce que vous ayez des versements mensuels des recettes de TOM. Ce qui est quand même fort pratique vu que vos dépenses sont mensuelles aussi. Un point important dans la démonstration, c'est que ces 8% sont payés par le propriétaire et seront toujours payés par le propriétaire. Enfin, c'est frais de gestion. Je suis propriétaire, je refacture ma TOM dans les charges locatives, je n'ai le droit de refacturer que le montant de la TOM, pas le montant de la TOM complété des 8%. Donc c'est une mesure qui est censée favoriser le passage en TOM incitative, mais c'est aussi une mesure où le producteur de déchets, le payeur final, locataire, donc s'il n'est pas propriétaire, il n'en verra absolument pas l'effet. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Les frais de gestion de 8% prélevés par l'État passent à 3. Donc ça veut dire que je pars d'un principe où ma facture de TOM incitative serait la même que celle de la TOM. À ce moment-là, moi, contribuable, je n'ai plus à payer 108, j'ai à payer 103. Dans la vraie vie, ma facture de TOM incitative, selon mon utilisation du service, va être en dessous ou au-dessus, ou quasiment au même niveau. Mais effectivement, théoriquement, ça me fait un petit peu d'air. Intellectuellement, on se dit c'est pas mal, quoi, parce que, je mine de rien, in fine, j'ai quand même, sur la charge globale qui pèse sur mes usagers, je gagne quand même 5%. Donc, moi, j'y vois deux limites. La première, c'est que c'est que transitoire, ça n'est vrai que pendant 5 ans. Et la seconde, c'est que ça n'est que applicable aux propriétaires et pas aux locataires qui, eux, ne s'en rendront pas compte. Et puis, accessoirement, déjà que la plupart des usagers ne savent pas qu'ils payent de la TOM. Donc déjà, en passant en TOM incitative, il y a un gros sujet de pédagogie sur expliquer ce que c'est que la TOM, comment fonctionne la TOM incitative. Si en plus, on doit leur expliquer que là, c'est super, grâce au passage en TOM incitative, les frais de gestion ont diminué, mais que les frais de gestion que vous voyez en bas de votre feuille d'imposition, ce ne sont pas que les frais de gestion de la TOM, ce sont aussi les frais de gestion des autres impôts qui sont dessus, et que si je veux individualiser la TOM, c'est tel montant, ça commence à être quand même franchement chaud. Donc, il y aura un effet économique pour les contribuables. Ceci étant dit, j'ai un doute sur le fait que la collectivité puisse s'en prévaloir pour mieux faire passer le message de la TOM incitative. Donc voilà, vous savez tout sur les évolutions du dispositif de TOM et TOM incitative à la suite de la loi de finances pour 2019. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? Et voilà, merci Sylvie Courbet, merci Eric Landau pour la présentation. Je vous propose maintenant de passer, comme le disaient les intervenants, aux échanges. Je vous ai
un petit peu sollicité aussi pendant les échanges, puisqu'on parlait de la question du financement des investissements pour voir si vous aviez identifié d'autres démarches, si vous aviez mis en place d'autres actions, vous avez identifié des solutions qui peuvent être intéressantes à partager. Sinon, vous pouvez apporter un commentaire par rapport à ça. Donc, de ce que j'ai entendu, de ce que j'en ai compris, il y a une question que je me posais au début. D'après l'article 15-20 sur la TOM, donc on sait que la redevance spéciale n'est plus obligatoire, mais est-ce qu'a priori ça deviendrait pas intéressant d'avoir la redevance spéciale pour compenser le coût des assimilés? Donc ça, c'est une première question. Je ne sais pas si je suis à côté ou pas. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une redevance spéciale, à mon sens, parce que avec une redevance spéciale, on fait vraiment participer les gros producteurs et on a un effet tarification incitative très net sur les professionnels. Enfin, l'intérêt technico-économique est évident. Mais ça va dépendre de votre service, de votre tissu économique. Si vous l'instaurez et que demain vous aurez juste un ou deux, enfin très peu d'utilisateurs, ça vaut pas le coup. Mais presque toujours, ça vaut le coup. Enfin, je veux dire, voilà. Sauf à être une toute petite structure avec quasiment aucun commerce, mais sinon pratiquement toujours c'est intéressant. Mais en tout cas sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ça n'a pas d'impact dans le sens où de toute façon la TOM doit couvrir ce qui reste. Donc voilà, si jamais ma redevance spéciale augmente par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est juste que je devrais diminuer ma TOM. Mais ça, je l'aurais déjà fait avant. Mais ça permettra d'avoir un financement clair pour certaines de mes équipes, etc. Enfin voilà quoi. Mais il n'en demeure pas moins que j'aurai le même problème à régler. Ça change pas le fond du sujet de l'implication de cet article-là. Mais ça reste une bonne idée. Oui. D'accord. Et alors, en particulier, n'oublions pas qu'une grande partie des professionnels ne payent pas de TOM. Toutes les administrations qui font beaucoup de déchets ne payent pas de TOM. Donc la redevance spéciale reste un moyen de financer les services. Et nous, on a parfois quelques collectivités qui ont, notamment celles qui ont des très grosses entreprises très présentes, qui décident de pas lever de TOM pour rester attractifs ou parce que voilà. Bon, on l'a vu notamment récemment dans des territoires riches à côté de gros aéroports, choses comme ça. Le problème, c'est qu'avant, l'astuce consistait, comme la redevance spéciale devait être à équilibre, alors que la TOM, on pensait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, consistait à un peu artificiellement charger la barque de la redevance spéciale, tout en essayant de pas être beaucoup plus cher que l'offre privée. Aujourd'hui, comme on a un problème d'excédent de TOM à gérer sur le budget TOM, l'arbitrage financier pourrait être un peu différent. Mais ça, je me retourne vers toi sur comment le ferait. Parce que finalement, comme si je dis qu'une partie de mes services servent pour la redevance spéciale, pour avoir une redevance spéciale bien calibrée, ça risque de diminuer la charge correspondante et augmenter artificiellement l'excédent sur le budget TOM, en fait, finalement. Oui, alors, effectivement, c'est-à-dire, si tu augmentes tes recettes de redevance spéciale sans toucher à ta TOM, et que les charges n'augmentent pas en parallèle... Et que tu as des dépenses de TOM qui sont bien mises en face de la comptabilité article pour l'ARS, bon, moi, ça peut avoir un effet pervers. Moi, ce que je vois, c'est que le plus souvent, la redevance spéciale ne couvre pas le coût. C'est rare qu'on soit dans les situations que tu évoquais d'excédent. On est plus sur un sous-financement parce que les collectivités, quand elles mettent en place une redevance spéciale, ils vont toujours très doucement, pour pas brusquer les entreprises. On est plus sous un sous-financement. Notamment PME, artisans, etc. Oui. On est plus sous un sous-financement que sur un surfinancement. Qu'accessoirement, comme c'est en soi un bout de spic dans le spa, on n'est pas censé faire, mais bon, passons. Parce qu'on puisse y faire. Bon, merci pour les éclairages par rapport à cette question. J'avais un autre point. Donc, si j'ai bien compris, par rapport aux modalités de financement des investissements, il faut externaliser des dépenses. Du coup, moi, je me posais la question, alors peut-être aussi par mes connaissances. C'est une option envisagée avec prudence, mais envisagée. Parce que je me posais la question. Et quand je dis externaliser, c'est externaliser le portage de l'investissement, c'est-à-dire de l'emprunt. Ce qu'on fait soit en concession, soit en marché de partenariat, soit ce genre de contrat. Mais qui peuvent être... Ça marche pas pour tout. Parce que du coup, là, la somme que je verse, si vous voulez, par exemple au marché de partenariat à mon partenaire, là, c'est une dépense que je verse. J'ai aucun problème pour faire rentrer dans les purs de mon truc. Et j'évite les problèmes idiots consistant à avoir des parties d'amortissement ou d'autofinancement qui sortent de mon calcul. Mais c'est des contrats qui sont compliqués à gérer. C'est des contrats qui, si vous négociez aujourd'hui un taux sur un contrat de 5 ans, c'est le problème de tous les contrats de partenariat qui ont été passés avec l'État et qui a souvent négocié de manière un petit peu rigide les taux qui allaient être pratiqués.
vous demandez à des entreprises quels taux vont être pratiqués, soit ils disent ça sera tel taux variable plus tant, et c'est la collectivité qui prend les risques d'évolution des taux, soit c'est un taux fixe, et les gars, pour se couvrir de leur propre refinancement dans 2, 3, 4 ou 5 ans, vous font des taux énormes. Donc les solutions consistent à travailler, à dire, ben voilà, ça va être un taux variable, puis le jour où tu déclenches la tranche, deviendra un taux fixe, mais avec des périodes larges où la collectivité pourra décider le moment où se cristallise le taux. Bref, ça nécessite une ingénierie financière fine pour que ça soit pas une catastrophe. 2, ça peut être une usine à gaz. Ce sont en tout cas des montages qui sont apportés par des grosses structures, mais des structures capables d'être souples et réactives, notamment sur ces questions de cristallisation de taux. Soit on est en marché de partenariat, soit on est en concession, et là, c'est quand même des choses qui sont assez lourdes à piloter et qui vont convenir sur certains des investissements. Des choses, si vous voulez, qui étaient assez classiques quand il s'agissait de construire une grande unité de valorisation thermique ou énergétique ou ce genre de trucs. Très souvent, dans la vie réelle des grands, notamment syndicats d'OM ou des grandes communautés, on n'en est plus là. On a des usines qui sont en surcapacité. Donc on est sur de l'investissement qui se prête beaucoup moins à ce genre d'externalisation d'investissement qu'il y a 10 ans. En plus. Je passe autocontrôle, c'est toi la spécialiste, hein, mais... Donc la problématique se pose beaucoup pour les collectivités qui sont plus... Vous n'allez pas faire un marché de partenariat pour acheter un camion d'ordures ménagères. Hein. Enfin, peut-être, pourquoi pas, hein, mais... Ouf. Et dans ces cas-là, la réponse est la même qu'on soit dans un système de régie ou de délégation de collecte, ou il y a des nuances? Sur la partie collecte, de toute façon, on est sur de la charge réelle on voilà. est sur des charges réelles sur la charge partie collecte où il y a beaucoup de fonctionnement, si bon, il y a la partie camion, mais de toute manière, on est très souvent soit en régie et soit on est en régie et oui, enfin, il y a un réponse de fonctionnement, mais par contre, il y a un problème des camions. Mais les camions, ça reste quand tu es en régie, ça reste un renouvellement régulier. Oui, voilà. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que ce qui allait poser problème, c'est des renouvellements irréguliers. Voilà. Un camion, vous avez un parc de camions, vous renouvelez toujours, après ça dépend de la taille de la collectivité, mais ce sera un camion tous les 2 ans ou 2 camions tous les ans. Mais soit vous êtes en marché, ça va être juste la même chose, sauf que là, il y aura un petit lissage du portage d'investissement dans certains cas si le camion est apporté par le prestataire, mais bon, c'est pas la règle du genre. Et puis vous avez évoqué les délégations, on peut en avoir en traitement le grand arrêt sur les problèmes de frontières marché DSP porté d'ailleurs sur une usine d'OM, même si le droit a un petit peu évolué depuis. Hein. Mais par contre, des DSP en collecte, on a travaillé dessus, notamment sur la déchetterie, c'est compliqué quand même. Donc là, oui, vous réglez une partie de vos problèmes, mais vous entrez dans d'autres problèmes, notamment de sécurisation juridique. Hein. En déchetterie, difficile. En collecte pure, alors là, très compliqué. Peut-être quand on est en redevance, il y a un peu plus peut-être de possibilités de gérer qu'il y a un transfert de risque. Mais ça c'est pas fait, ou pas à ma connaissance. Et 2, là pour le coup, la sécurisation juridique et le suivi du contrat seraient coton. Les 2. Hein. Et du coup, puisque vous parliez de la redevance, l'autre question c'était par rapport à ce qu'on a observé au niveau de la TOMI, enfin le passage de TOM à TOMI. Du coup, est-ce que en fin de compte, on se dit on passe pas plutôt sur de la ROMI, comme ça on règle un petit peu le problème, ou le problème n'est pas forcément résolu? Non, la différence entre la redevance incitative et la TOM incitative est telle que ce ne sera pas ça qui l'emportera. Il y a vraiment ce qui fait qu'une collectivité va faire le choix entre une redevance incitative et une TOM incitative, à mon avis, n'a aucun lien avec ce qu'on vient d'exposer aujourd'hui. C'est plus sur des enjeux de suivi des usagers, de risques sur les impayés, d'évolution de la facture, mais sans doute pas... mais moi j'ai une question pour toi. En t'écoutant, je me disais, mais je pense que non. Hein. Mais dis-moi, parce que cette marge de 10% doit quand même correspondre à mes dépenses en réalité. D'accord. Je dois quand même régler tout l'article 1520 qu'on a exposé avant. Voilà, bien sûr. donc on est bien d'accord que, mis à part le fait qu'en TOMI, j'ai souvent plus de dépenses, tu l'as dit. In fine, normalement, tu cherches à ce que ce soit quand même économiquement intéressant. Mais je pense qu'effectivement, au moment de la mise en œuvre, il y a quand même un effet de banne qui fait qu'à un moment donné, tu as un peu plus de dépenses. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que l'État s'est pas dit, tous les gens qui ont en gros, en général, entre 8 et 15% d'excédent, hein,
Enfin, c'est très variable, mais souvent c'est les chiffres que on nous évoque quand on a nos clients au téléphone. Est-ce que l'idée de se dire, ah bah tiens, du coup, plutôt que de baisser l'atome, je passe à l'atomie, j'ai les plus 10%, et c'est vrai et c'est faux. Les plus 10% ne changent rien au calcul de l'équilibre, mais comme on constate qu'à cette occasion-là, j'ai un petit dodome sur les dépenses, plutôt que de réduire ma tome, finalement, je vais ne pas la réduire et je vais voir légèrement l'augmenter, mais le petit grain que je me faisais, je vais l'affecter au financement du passage en tomie. Alors, ce que font les collectivités, effectivement, c'est généralement les territoires en tome. Ce qui se passe sur les territoires en tome, c'est qu'on est sur des territoires qui ont beaucoup travaillé sur les optimisations et qui ont des bases de tome assez dynamiques. Donc, elles maîtrisent l'évolution des charges et les recettes augmentent peinard de manière logique, tendancielle, sans avoir rien à y faire. En changeant pas le tome, on a plusieurs recettes. Donc, effectivement, l'excédent se creuse. Cet excédent va être fort utile pour financer les investissements qui sont liés au passage en tome incitative. Et ce qui fait qu'effectivement, l'excédent va avoir tendance à diminuer. Plutôt que de baisser la tome point barre sans pouvoir augmenter la TH en face. Voilà, donc peut-être qu'ensuite, il sera reconstitué et ce sera l'occasion pour la collectivité de dire, voyez, je baisse mon besoin en financement auprès de vous grâce au passage en tarification incitative. Alors qu'en fait, on vide un gras, on éponge un gras qu'on était obligé d'éponger. Mais ceci étant dit, moi, la façon dont je lis ces fameux articles 36B, c'est en aval d'un calcul à l'équilibre. C'est que de toute façon, lui, il dit, finalement, il se moque que je sois en excédent ou pas, il dit juste que mon niveau de recette l'année de passage en tomie peut être supérieur de 10% à celui du niveau de recette l'année d'avant. Donc si jamais j'étais en suréquilibre l'année d'avant, je me recrée un suréquilibre. Dans ce cas, les gens le font, mais sans passer au plus 10%. Mais ça me donne, mais ça me donne une marge. Je pense qu'à ce que tu as dit sur le fait qu'on va l'appliquer zone par zone, super compliqué pour toi. Mais s'il y avait un contentieux, je parierais malheureusement plutôt pour cette interprétation-là, comme la DDFIB que tu es au téléphone. Oui, non, mais je pense que parce que ça sera le plus facile à contrôler pour un juge. Moi, ma difficulté, en fait, ma difficulté, quand je dois le travailler zone par zone, c'est que en passant en tome incitative, je veux aussi clarifier le financement pour les usagers. Donc, je veux avoir des tarifs unitaires qui seront les mêmes pour toutes les zones, et autant que possible, un taux de tome aussi qui sera le même partout. Et donc, d'une zone à l'autre, je peux me retrouver avec des zones avec très peu de bases et des zones avec beaucoup de bases. Et donc, si j'applique le taux de tome cible que j'ai prévu qui me permet de financer 100% de mon investissement, 100% de ce dont j'ai besoin dans 3 ou 4 ans, en l'appliquant secteur par secteur, ça peut faire des effets où je vais peut-être dépasser ces 110%. C'est ça qui me pose problème, parce qu'il est hors de question, quand on fait ce type de financement-là, de changer tous les ans le tarif de tome et le taux de tome et les tarifs qui vont être appliqués pour équilibrer année par année. C'est-à-dire qu'on part d'une situation A pour arriver à une situation B et je la déploie par morceaux. Et donc là, cet article, qui à mon sens ne devrait même pas exister, me crée des contraintes absurdes au moment du déploiement. Merci Eric Landau. Ouais. Maintenant, lobbying pour qu'on puisse dire que l'ensemble en gros, que l'ensemble des dépenses de la section d'investissement déjà puissent être prises déjà en tant que base, déjà. Ça serait déjà la moindre des choses et ça serait facile à écrire en plus. Non? Non mais c'est vrai. Oui. Merci à tous les deux, Eric Landau et Sylvie Courbet. Donc, n'ayant pas de questions, et je pense que vous avez été très clair, vous avez donné les informations, et comme vous venez de le dire en conclusion, il y a un travail effectivement à mener en amont pour que ça sécurise aussi les choix des collectivités, qu'il n'y ait pas de risque derrière par rapport à ce que décidera Bercy. Merci pour les interventions. Donc, si jamais il y avait des questions qui arrivaient entre-temps, vous avez le module qui vous le permet pour le noter dans le cadre des questions en suspens. Indiquez bien si vous étiez plusieurs. Et puis, si vous avez envie qu'on approfondisse un point particulier par rapport à ce qui a été évoqué dans la webconférence, vous pouvez le noter. Et si vous-même, justement, par rapport à cette gestion de tome, vous avez envie de partager ce que vous avez pu faire, indiquez-le. Sylvie Courbet l'a indiqué à un moment, il y aura une webconférence la semaine prochaine sur les impacts de l'évolution de la TGAP et de la TVA avec, on verra, ça sera le cabinet AJBD qui parlera des outils pour maîtriser les coûts. Ça sera l'occasion d'aborder ce sujet puisque c'était pas l'objet aujourd'hui.
Et puis voilà, si vous voulez voir d'autres sujets, vous avez d'autres liens. Merci encore à tous les deux, Sylvie Courbet et Éric Landau, pour la matinée. Et puis, désolée de ne pas avoir pu être présente avec vous. On se retrouvera la Bonne journée à prochaine tous. fois. Au Merci, à revoir. bientôt.